Bonjour à tous. Eh bien, on est très heureux et heureuse de vous retrouver pour ce live Vigo de la rentrée 2021. Après un été ressourçant, bien que frisquet, on a repris nos marques et on est très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis accompagnée pour ce live par Clémence. Bonjour, Clémence de Maison, coordinatrice des programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière. Et puis, nous avons Françoise, notre patiente partenaire. Bonjour, donc patiente experte, je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Voilà. Voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de travailler avec vous tous, avec vos retours. Et on est vraiment toujours dans cette optique d'essayer de rester à l'écoute de vos remarques, de vos suggestions. N'hésitez pas. Et puis, vous savez que cette vidéo, comme les précédentes, sera disponible aussi en replay ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, eh bien, pour répondre à toutes les questions qui peuvent vraiment prendre beaucoup de place dans notre vie lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique, notamment en rhumatologie, il nous a semblé vraiment important et utile de vous tenir au courant de ce qui existe, de vos droits, de ce à quoi vous pouvez peut-être prétendre si vous avez besoin d'aide. Et pour ça, qui de mieux que notre assistante sociale? Donc, je vous présente Gaëlle, que vous avez peut-être déjà rencontrée si vous êtes passé par chez nous, et qui va nous expliquer un petit peu le rôle d'une assistante sociale à l'hôpital et tout ce pourquoi elle peut être une ressource lorsqu'on est suivi dans le service de rhumatologie. Gaëlle, je te passe la parole et encore merci d'être là. De rien. Bonjour, du coup, je suis Gaëlle Marandet, assistante sociale du coup, dans le service de rhumatologie à l'hôpital Lariboisière. Donc, ça fait 2 ans que j'occupe maintenant ce poste. Donc voilà, donc là en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'interviens au sein de l'hôpital, comment j'interviens, comment je peux vous aider, vous conseiller sur différents domaines, que ce soit sur la vie quotidienne, donc plutôt le personnel, le professionnel, et puis sur tout plein d'autres démarches. Donc, du coup, je vais partager avec vous un PowerPoint que je ne retrouve plus. Alors, Pour les patients de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière, ce PowerPoint vous sera envoyé à la suite de ce live. ouais. Donc, n'ayez crainte, vous aurez tout dans vos boîtes mail. Comme ça laisse Gaëlle chercher son PowerPoint. C'est ça. Il faut que j'ouvre normalement. Avant, voilà, je ne l'avais pas fait. Écran partagé en bas. Alors, pourquoi ça me fait ça? Voilà. Alors là, il est ouvert. Est-ce que vous le voyez? Il faut que tu cliques en bas, écran partagé, et que tu sélectionnes le PowerPoint. Alors, écran, partage d'écran. Ah, voilà, c'est bon. On y est. Très bien, voilà. Voilà. Alors, du coup, voilà. Donc, dans un premier temps, voilà. Tu peux nous le mettre en grand, juste qu'on voit bien? Ouais. Merci. Partage. Alors, attends. Non, c'est pas là. Peut-être lire là-haut. J'ai fait la dernière fois en plus. Ouais. Lire, non? Peut-être là-haut. Là-haut, là? À gauche. Hop. Non, hop. Là. À côté de Keynote Live. Alors, Et, je vois pas. s'il y a une Tout, petite... tout en haut à gauche, il y a lire, là peut-être si tu cliques dessus. Il y a ajouter une diapositive et à droite, Ah lire. oui, voilà. Lire. Voilà. Ok, on y est. C'est bon. Voilà, donc du coup, comme vous le savez, une assistante sociale, c'est ni un médecin, ni un soignant. Nous, on est plutôt là pour intervenir sur les conséquences de votre maladie, de votre handicap sur votre vie, qu'elle soit familiale, professionnelle ou sociale. Donc, on a bien évidemment un rôle, voilà, on vous conseille, on vous oriente,
Et puis, on vous aide du coup dans les démarches si vous les trouvez trop compliquées à faire, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, ça peut être difficile. Donc voilà, donc moi, mes missions spécifiques, c'est bien évidemment l'accès aux soins. Donc ça va comprendre tout ce qui est la partie prise en charge, donc que ce soit au niveau des mutuelles, hein, donc la C2S qui était anciennement la CMU et l'AME. Donc, je vous expliquerai plus tard, plus loin dans le PowerPoint, exactement qu'est-ce que c'est et comment on peut l'obtenir. L'accès aux droits, donc là, ça va être toute la constitution des dossiers administratifs, donc tout ce qui sera lié à l'assurance maladie, arrêt de travail, etc. Le domaine du handicap, donc avec le dossier MDPH, et puis bien sûr le reclassement professionnel et les mi-temps thérapeutiques, voilà, tout le domaine du professionnel. Et puis, bien évidemment, les démarches pour obtenir des aides à domicile. Alors, juste, j'ai mis une petite partie comme ça pour les partenaires externes, pour que vous sachiez à peu près avec qui on travaille dans le service social. Donc, il y a bien sûr les services sociaux de secteur avec qui on est beaucoup en lien pour justement avoir des liens avec la ville. L'assurance maladie, bien évidemment, et puis tout le reste, MDPH, préfecture, et puis les prestataires de services à domicile. Voilà, donc du coup là on est sur la partie accès aux soins, donc pour les mutuelles, donc la prise en charge en fait. Donc voilà, la C2S, c'est une complémentaire santé solidaire qui permet aux personnes qui sont régularisées sur le territoire, donc voilà, enfin je dis régularisées parce que les personnes qui sont étrangères mais qui ont obtenu un titre de séjour peuvent en bénéficier. Si vous avez de faibles ressources et que vous rentrez dans les plafonds prévus par la sécurité sociale, vous pouvez en faire la demande. Du coup, ce dossier-là est à faire, est à envoyer à la sécurité sociale. Et une fois qu'il est fait, il ne faut surtout pas oublier que c'est valable qu'1 an. Et donc le renouveler généralement. Moi, j'ai mis, sur le PowerPoint, j'ai mis 2 mois, mais si ça peut être avant, c'est plutôt pas mal parce que ça évite du coup d'avoir un trou dans les soins et du coup ne pas pouvoir se retrouver à payer des traitements ou à payer des examens. Voilà. Donc là, je vous ai mis donc les tableaux pour que vous puissiez pouvoir voir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Donc, juste un exemple, si vous êtes dans un foyer, si vous n'êtes que 2, il ne faut pas que vous dépassez 13 561 €. Il ne faut pas que vous déclarez au-delà de ce chiffre-là au niveau de vos revenus. Parce que sinon, vous basculez automatiquement sur la C2S payante. Et là encore, comme vous pouvez voir, il y a des plafonds à ne pas dépasser. Voilà. Ensuite, il y a l'AME. Donc, l'AME, c'est aussi une prise en charge, mais celle-ci est réservée aux personnes qui sont en situation irrégulière, qui n'ont pas du tout qui n'ont pas du tout de revenus pour pouvoir se payer une mutuelle. Donc là, pour pouvoir l'obtenir, il faut une présence de plus de 3 mois sur le territoire français. Attention, sans ces preuves-là, l'AME ne peut pas se faire. Tout du moins, c'est très compliqué à l'obtenir. Et puis tout le reste, voilà, comme je vous ai indiqué, il faut au moins une adresse. Quand je mets adresse administrative, ça peut être auprès des mairies, des associations qui peuvent vous prêter une boîte aux lettres et vous puissiez obtenir des réponses de la sécurité sociale. Une pièce d'identité, dans la mesure du possible valide. C'est encore mieux. Et puis, ce dossier, comme pour la C2S, il faut qu'il soit renouvelé au moins 2-3 mois avant pour éviter les problèmes d'accès aux soins.
Donc ensuite, là, j'ai basculé sur l'accès aux droits, donc surtout au niveau du travail. Quand vous avez eu un arrêt de travail long, que ce soit pour l'accident du travail, un arrêt maladie ou enfin, un arrêt maladie classique ou un arrêt maladie professionnelle. Voilà, j'ai un petit peu organisé les choses pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez bénéficier et ce que vous devez faire quand vous êtes en arrêt. Donc là, je vais tout d'abord parler du secteur privé parce que privé et public, ce n'est pas du tout la même chose. Donc quand on est dans le privé, si votre arrêt a dépassé 30 jours, bah, il est bien évidemment obligatoire d'avoir une pré-reprise avec le médecin du travail pour voir à peu près où vous en êtes au niveau de votre état de santé et si vous pouvez reprendre votre poste actuel. Si c'est, enfin voilà, donc, voilà. Après, il peut également se permettre d'examiner votre poste pour voir s'il n'y a pas des aménagements à faire, de proposer peut-être une adaptation ou alors, dans le pire des cas, un reclassement parce que voilà, vous ne pouvez pas reprendre votre poste. Si votre arrêt a duré plus de 3 mois, la visite est également organisée. Généralement, c'est le médecin du travail qui prend contact avec vous, mais ça peut être aussi vous qui l'interpellez parce que voilà, ça fait longtemps que vous êtes en arrêt, vous ne savez pas si vous allez pouvoir reprendre votre poste, vous avez des inquiétudes, des questions. Vous pouvez le solliciter pour qu'il puisse faire un bilan et voir avec ce qui est envisageable. Alors, on a une question. Oui, une question à ce sujet parce que j'étais restée dans l'idée, mais qui est peut-être fausse ou ancienne, que Ouais. en fait, quand on est en arrêt, le médecin du travail ne pouvait pas nous convoquer. Est-ce que tu sais ce qu'il en est? Alors, j'en ai pas eu du tout, enfin, j'ai pas eu du tout D'accord. conscience de ça, ouais. Parce que moi, on m'avait dit à une époque, mais c'est un peu ancien, donc je ne sais pas si c'est vrai. Donc, ça se trouve, je suis en train de mettre des choses fausses dans ta présentation. On m'avait dit que Non, même quand on est en arrêt, en fait, le médecin du travail ne peut pas te convoquer. Il peut prévoir la convocation pour ton jour de reprise. Et de ce fait, moi, je conseille souvent aux patients qui sont dans ces situations-là de eux-mêmes, effectivement, solliciter leur médecin du travail pour prévoir une visite. À ce moment-là, on a le droit. Mais il peut pas, alors peut-être qu'il ne peut pas nous convoquer à une visite obligatoire. En revanche, peut-être qu'il a le droit quand même de garder le lien ou de c'est ça, nous ouais. inviter sans que ce soit une convocation. C'est peut-être ça la nuance. Voilà. Généralement, les patients, en fait, quand ils arrivent, c'est souvent quand on arrive en fait à échéance de l'arrêt pour pouvoir anticiper un petit peu, parce que voilà, là, ils peuvent solliciter le médecin du travail. Mais effectivement, si ça tombe en plein milieu de l'arrêt, non, c'est plutôt à échéance. Ouais. Donc voilà. Après, bien évidemment, si le poste, c'est un petit peu trop fragile pour pouvoir le reprendre à temps plein, il y a la possibilité du mi-temps thérapeutique. C'est toujours le médecin du travail qui estime si vous pouvez reprendre le travail ou pas, bien sûr en discutant avec vous, hein, vous n'êtes pas tout seul à décider. Donc voilà, c'est peut-être pour pouvoir vous permettre, quand vous avez eu un arrêt long, de pouvoir reprendre tout doucement, de reprendre un rythme, une organisation, et justement de voir si votre poste est toujours fait pour vous ou pas en fonction de votre état de santé. Parce que des fois, on pense que voilà, reprendre avec des horaires aménagés, ça permet de voir si on peut toujours continuer à faire ce poste ou pas. Ça peut être aussi en cas de réadaptation professionnelle. Je m'explique quand je dis ça, je vais vous donner un exemple. En fait, il y a par exemple une patiente que j'avais vue il y a quelques années, quand j'ai commencé il y a 2 ans. Elle était radiologue, donc elle exerçait, elle était, comment on dit, elle manipulait les radios. Et sur son poste, en fait, il y avait eu un nouveau rythme de travail qui s'était mis et qui n'était plus compatible avec son état de santé. Mais elle avait eu un retour comme quoi que ça allait revenir à la normale. Donc, le temps que ça revienne à la normale, on l'a basculé en mi-temps thérapeutique.
Voilà. Donc, ça peut être un exemple pour être en mi-temps thérapeutique. Sa durée, c'est 1 an maximum. Donc, pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles, c'est 6 mois renouvelables une fois. Vous avez bien évidemment une indemnisation quand vous êtes à temps partiel. Les indemnités journalières sont calculées comme un arrêt de travail classique, donc 50% du salaire journalier de base. Donc là, pour vraiment avoir les montants exacts, moi, je ne les ai pas malheureusement. C'est plutôt, faudrait plutôt se référer du coup à la sécurité sociale qui, eux, ont les bons chiffres parce que, et puis ça change quoi. Donc, du coup, voilà. La reprise du travail en secteur public, donc il y a plus de choses que pour le secteur privé. Donc tout d'abord, il y a le congé de maladie ordinaire. Donc ça, c'est seulement quand l'arrêt a dépassé 6 mois consécutifs. Il peut y avoir, excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas. Donc du coup, c'est le comité médical qui prend la décision de vous prolonger ou pas le congé de maladie ordinaire. Donc voilà. Donc c'est toujours en fonction de votre état de santé et de ce que vous leur dites. Ça peut être prolongé sur une durée maximale de 12 mois, pas plus. Vous avez aussi le congé de longue maladie. Donc là, en fait, c'est pour les personnes qui figurent dans la liste où toutes les pathologies sont comment dire, annotées. Voilà. Donc, j'ai mis le lien au cas où parce que c'est vrai que Légifrance, c'est une bonne ressource. D'ailleurs, pour tout ce que vous voulez rechercher au niveau social, c'est un bon outil. Donc voilà, je l'ai mis en lien au cas où. Et du coup, la durée de ce congé de longue maladie, c'est 3 ans maximum. Au bout de ces 3 ans-là, il peut y avoir, comment vous dire ça? Au bout de ces 3 ans, soit vous reprenez le travail progressivement, donc avec un mi-temps thérapeutique, soit j'en parlerai tout à l'heure, si la reprise de poste est non envisageable pour plusieurs raisons, basculer sur une pension d'invalidité. Voilà. À savoir que généralement, la sécurité sociale, quand vous arrivez à terme de votre arrêt, donc au bout des 3 ans, c'est généralement eux qui vous interpellent pour savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avez pensé à la reprise ou est-ce que vous avez peut-être envisagé une pension d'invalidité? Donc voilà. Pour revenir sur le secteur public, il y a aussi ce qu'on appelle la disponibilité d'office. Donc ça, en fait, vous y avez le droit que quand vous avez épuisé tous les 2 autres que j'ai parlé juste avant. Les conditions, c'est que votre état de santé ne vous permet pas de reprendre le travail ou alors qu'un reclassement n'est pas possible dans l'immédiat. La durée est d'1 an maximum, renouvelable 2 fois. Et même une 3e fois, si on sait que sur la 4e année, une reprise de poste sera sûre, en fait. Voilà. Le mi-temps thérapeutique, c'est à vous de présenter une demande à votre employeur. Donc, généralement accompagné d'un certificat médical à l'appui pour justifier de cette demande-là. Par votre médecin traitant, généralement, si vous connaissez bien. Sa durée, c'est de 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an. Et donc là, c'est le comité médical, encore une fois, qui intervient et qui juge comment dire, si vous travaillez à 50% dans la journée, 60 ou 70%. C'est lui qui donne son avis au niveau de votre état de santé. Et aussi, on m'avait dit que sur la façon dont on organise cette quote-part de travail, ça peut être par exemple 3 jours sur 5 ou alors 5 jours à moins de temps. Ça, c'est surtout l'employeur qui a la main pour décider la façon dont il aménage votre temps Bien sûr. thérapeutique. Ouais.
Il y a l'avis médical qui est donné et après l'organisation, c'est plutôt l'employeur. Ouais. Donc, du coup, quand on arrive à toutes ces questions de mi-temps thérapeutique, est-ce que je reprends mon poste ou pas, comment obtenir des aménagements, voilà, la question se pose. Donc, tout d'abord, comme j'en parle depuis le début, le médecin du travail, c'est son rôle, il est là et il faut vraiment le solliciter. Il est le lien entre l'employeur et vous. Il est le seul à pouvoir juger votre aptitude au poste et du coup à dire à l'employeur, voilà ce qui est préconisé pour monsieur ou madame. Donc ça peut être des aménagements d'horaires, des aménagements au poste, que ce soit matériel ou autre. L'employeur, il est tenu d'examiner ses propositions d'aménagement. Voilà. Il ne peut pas passer outre ça. Pour les aménagements, il y a aussi donc, la reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, j'en parlerai un peu plus loin dans le PowerPoint du dossier MDPH en globalité, mais là, voilà, ça rentrait un peu dans le cadre des aménagements, puisque cette reconnaissance de travailleurs handicapés a pour objectif de vous aider à obtenir des aménagements plus facilement de par l'employeur. Également d'avoir un soutien avec Cap Emploi. Donc, Cap Emploi, c'est surtout quand on est parti de notre poste, de notre entreprise. Ils sont là pour nous conseiller, mais aussi pour nous accompagner à trouver en fait un emploi adapté à votre handicap. Ils se mettent en lien également avec plusieurs employeurs qui recherchent à engager des personnes, à embaucher des personnes, mais avec un handicap. Donc voilà, eux, ils fonctionnent comme ça. Et pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement, ils prennent que les personnes qui ont la RQTH. Ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas accompagnés par eux. Ils peuvent être accompagnés par Pôle emploi également, mais Pôle emploi ne prend pas forcément toujours en compte l'état de santé de la personne. Donc, ils peuvent vous proposer des choses, mais ça ne sera pas toujours adapté. Voilà. Ça peut aussi vous permettre, si vous voulez rentrer dans la fonction publique, à des concours aménagés, des recrutements bien spécifiques. Ça peut vous aider. Donc, comme je disais, ça peut vous aider aussi pour l'aménagement des horaires, votre poste de travail. Et donc là, juste à noter que l'employeur, pour tout ce qui est aménagement de matériel, est aidé par l'AGFIP au niveau financier. Dire que, je vais donner un exemple, les personnes qui travaillent régulièrement sur un ordinateur assis peuvent avoir un bureau en fait qui se soulève et qui s'abaisse quand on veut. Et si c'est trop cher, l'AGFIP peut financer une partie du matériel. Une fois cette demande réalisée, votre dossier part en commission. Donc, c'est la CDAPH. Donc, c'est assez long, mais je vous l'ai mis dans le PowerPoint pour savoir ce que c'était vraiment. La décision est rendue dans un délai de 6 mois, voire plus. Et tout dépend des régions parce que si vous faites la demande, donc c'est bien évidemment c'est avec le dossier MDPH, si vous faites la demande par exemple dans le 93 ou sur Paris, les demandes actuellement dépassent 1 an et demi pour avoir une réponse. C'est affolant. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous dis juste, si vous avez des renouvellements à faire, il faut essayer d'anticiper un maximum parce que du coup, si vous avez tout ce qui est aide financière de la part de la MDPH, que ce soit l'allocation adulte handicapé, la PCH, et que vous avez besoin de ça pour vivre, si vous n'anticipez pas, en fait, la MDPH ne fait pas en fonction de si vous avez déjà un dossier chez eux ou pas. Le délai est le même pour tout le monde. Donc voilà, c'est bon à savoir. Si vous avez des renouvellements à faire et que ça arrive bientôt à échéance, faites-les.
La RQTH, elle est attribuée pour 1 an à 5 ans. Tout dépend de votre pathologie et de ce qui aura été dit dans votre dossier médical. Donc, de comment aussi la CDAPH aura examiné votre dossier. Donc, voilà. Et si les aménagements, du coup, ne suffisent pas, le médecin du travail vous déclare du coup inapte à votre poste. Et donc là, bien évidemment, c'est le reclassement. Donc le reclassement, l'employeur est dans l'obligation de vous proposer un autre poste, alors que ce soit un poste dans l'entreprise même ou si il y a des filiales dans les filiales. Il se peut que ce poste ne vous convienne pas et vous avez le droit de refuser. Et il se peut aussi que le reclassement soit impossible. Et dans ces cas-là, faites bien attention que l'employeur doit vous envoyer en fait une lettre par écrit en vous indiquant les raisons de cette impossibilité-là. Il faut bien que vous soyez au courant de pourquoi le reclassement n'est pas possible. S'il ne l'a pas fait, voilà, il n'est pas dans les droits. Donc, les possibilités de... Merci Gaëlle, hein. On apprend plein de choses, c'est très Ouais. intéressant. Oui, c'est très, très intéressant. C'est vaste, alors je ne sais pas si j'oublie des choses ou pas, mais... Oui, c'est intéressant, c'est très vraiment... Quelles sont les possibilités si la reprise du coup d'une activité professionnelle est impossible? Donc, si le reclassement est impossible, c'est le licenciement pour inaptitude. Donc, ce licenciement pour inaptitude, il est établi par le médecin du travail qui, lui, peut demander à faire des examens complémentaires et à vous revoir 15 jours après pour bien être sûr de son avis, parce que déclarer quelqu'un inapte, ça a des conséquences derrière. Il rédige ensuite son avis et le transmet à votre employeur. Et là, votre employeur doit respecter du coup la procédure. Il doit indiquer dans un écrit qu'il y a une impossibilité de reclassement. Il doit, en fait, tout doit être écrit. Il ne faut pas que ça se fasse à l'oral, il faut que vous ayez des preuves parce que ces écrits-là peuvent vous aider après pour certaines démarches. Vous avez également droit à une indemnisation de licenciement. Donc, les indemnisations, je ne pourrais pas vous les dire vraiment, je ne pourrais pas vous donner trop les chiffres parce que ça dépend souvent des employeurs. C'est-à-dire que cette indemnisation-là peut être négociée avec les employeurs. Donc, tout dépend si on a un bon feeling ou pas avec. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, ça peut être négocié. Si dans un délai d'1 mois, du coup, à compter de la date où votre médecin du travail vous a déclaré inapte, vous n'avez toujours pas été licencié, l'employeur doit vous verser la totalité de votre salaire antérieur. Et du coup, dès que vous êtes licencié, n'hésitez pas à aller directement chez Pôle emploi pour faire valoir vos droits. Donc, là, je vais vous parler de la pension d'invalidité. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans une des parties. En fait, à la suite, vous avez le licenciement pour inaptitude, mais des fois, même à la suite d'un arrêt de travail, vous vous rendez compte que le retour à l'emploi va être difficile, mais dans pratiquement tous les emplois. C'est-à-dire que les aménagements, même avec des aménagements, avec plein de choses à mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Là, vous pouvez être reconnu du coup invalide par la sécurité sociale. Donc là, c'est le médecin expert de la sécurité sociale qui évalue votre état de santé et qui vous informe si oui ou non vous pouvez rentrer dans cette catégorie-là. Donc, à savoir que pour pouvoir en bénéficier, il faut que vous soyez au moins à la sécurité sociale depuis au moins 1 an à partir de l'arrêt de travail. Alors après, les deux que je vous ai mis là, soit avoir cotisé, soit avoir travaillé, c'est un des deux. Donc, ce n'est pas forcément les deux. C'est pas forcément les deux. Donc, soit vous avez cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le SMIC horaire, voilà. Soit vous avez travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l'interruption de votre arrêt.
ou de la constatation de l'invalidité par le médecin. Donc, je vous ai mis un petit exemple pour mieux comprendre parce que c'est un petit peu compliqué. Si votre interruption de travail suivie de votre invalidité a débuté le 10 juin 2020 et que vous êtes affilié à la sécurité sociale au 1er juin 2019, du coup, vous rentrez dans la case où ça fait 1 an que vous êtes à la sécurité sociale. Et entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020, vous avez travaillé 600 heures. Et donc là, c'est bon, vous pouvez en bénéficier. Donc voilà. Cette pension d'invalidité, donc là, j'ai mis les tableaux, vous compreniez un petit peu. En fait, c'est 3 catégories. La première, vous pouvez toujours travailler, mais avec des aménagements d'horaire. Donc, comme vous ne travaillez pas à temps plein, la sécurité sociale, du coup, vous verse une pension pour compléter et pour avoir un salaire, on va dire, classique, pour pas que vous ayez trop de pertes. La deuxième catégorie, c'est, en fait, vous ne pouvez plus du tout travailler. Et donc là, on vous verse aussi une pension d'invalidité. Et la troisième catégorie, c'est pareil, sauf qu'en plus de ne plus pouvoir du tout travailler, vous avez besoin d'une tierce personne pour vous aider au quotidien. Donc là, je vous ai mis dans l'autre tableau en bas les calculs qui sont faits pour que vous puissiez un peu comprendre quel serait le montant de la pension d'invalidité. À savoir que la pension, elle est calculée sur les 10 meilleures années de votre salaire. Et que si vous avez la majoration pour la tierce personne, automatiquement, ça va diminuer un peu votre pension d'invalidité. Pour pouvoir avoir toutes les aides, on va faire un calcul par rapport aux aides que vous bénéficiez déjà. Juste, je vous ai mis sur le côté, si au bout de 2 mois, vous n'avez pas de réponse, il faut considérer que c'est un refus. Mais par contre, ça peut être contesté, bien évidemment, par les médecins. Voilà. Alors moi, j'ai une question. À partir du moment où ça a été acté, où il y a une réponse positive, ça dure, c'est une durée de vie Oui, alors en validité. fait, la pension d'invalidité, elle s'arrête au moment où on touche la retraite. Voilà. Elle est versée jusqu'à la retraite, normalement. Et après, c'est la retraite qui prend le relais. Et je reviens pour la pension, comment dirais-je, le licenciement. Oui. Ça dépend aussi de la convention collective. Pour le licenciement, la prime de licenciement. Ah oui, bien sûr. Oui, Ça tout dépend ça joue. Est-ce qu'on ne peut pas faire, je ne crois pas qu'on puisse faire à la tête du client. Non, Voilà. il y a des plafonds qui sont déjà, donnés. Oui. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'employeur forcément qui va venir vous le dire, en fait. Il faut que vous sachiez, il faut dire attention, j'ai le droit à ça. Oui, d'accord. Ouais. Donc, du coup, là, on va parler du dossier MDPH. Donc, j'avais déjà parlé de la RQTH. Donc là, je vous ai mis, si vous ne savez pas trop à quoi ressemble le dossier, il y a côté gauche la partie, on va dire, administrative que vous remplissez et côté droit, le certificat médical qui est à faire remplir soit par le médecin traitant si vous connaissez vraiment très, très bien ou alors par votre médecin spécialiste. Donc, ce dossier, il est renouvelable tous les 5 ans si votre état de santé n'a pas changé ou évolué. C'est-à-dire que si votre pathologie a évolué au bout de 2 ans et que vous ressentez le besoin de demander plus d'aide à la MDPH, rien ne vous empêche de refaire le dossier, même si ça ne fait pas 5 ans que vous l'avez fait, si ça ne rentre pas dans les 5 ans. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être régularisé sur le territoire français. Donc, toutes les personnes qui ont un titre de séjour peuvent en faire la demande. Du coup, le dossier est assez gros, mais on ne remplit pas forcément toutes les parties. C'est vraiment au cas par cas en fonction de vous. Vous pouvez remplir la partie vie quotidienne. Si vous êtes étudiant, ça sera la vie scolaire ou étudiante. Et puis après, il y a tout le champ du professionnel. Ce dossier comporte des aides financières pour les personnes qui rencontrent des handicaps.
dont la PCH, qui est une prestation de compensation du handicap. Elle est là pour vous aider aux dépenses que la maladie, que vous devez avoir, enfin, toutes les dépenses que vous avez pour votre maladie, elles peuvent vous aider, que ce soit sur une aide humaine. Donc là, on va être sur les aides ménagères, l'accompagnement au rendez-vous, enfin, les accompagnants qui vous accompagnent au rendez-vous médicaux, etc. L'aide technique, donc ça peut être un fauteuil roulant, ça peut être une barre d'appui dans la douche, s'il y en a besoin. Une aide animalière et l'aide au transport, surtout pour les aménagements de véhicules, s'il y a besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PCH a besoin absolument de devis pour pouvoir, en fait, ils regardent vos revenus, mais ils ont besoin de 2 ou 3 devis différents de différentes entreprises. Ils se baseront sur celui du coup qui est le moins cher, bien évidemment, et ils calculeront à quelle hauteur ils participent à l'achat du matériel ou alors aux aides humaines. Cette PCH, normalement, il faut la demander avant l'âge de 60 ans. Si vous exercez toujours une activité professionnelle, vous pouvez la demander. Et si vous l'avez pas, mais que vous pouviez en bénéficier, et que vous savez que vous aurez pu en bénéficier avant vos 60 ans, vous pouvez en faire la demande, mais il faut le prouver. Donc là, voilà, c'est par des examens médicaux, des certificats médicaux également. Donc, comme je vous disais, la PCH, c'est sur les revenus. Elle ne peut pas être cumulée avec l'APA. Donc, c'est une autre aide financière pour les aides humaines, donc l'allocation personnalisée d'autonomie. Mais elle peut être par contre cumulable avec l'allocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome. En fait, ils font un calcul pour pas que ça dépasse trop, mais vous pouvez obtenir toutes ces aides-là. Du coup, l'allocation adulte handicapé, en fait, elle est là pour compléter vos ressources. Vous pouvez en bénéficier à partir du moment où vous avez 20 ans, où vous avez un taux d'incapacité de 80% qui a été évalué par la MDPH. Mais aussi si vous êtes reconnu entre 50 et 79%. Le problème, c'est que pour 59 et 79%, il faut en fait que la reprise au travail, ou tout du moins la recherche d'emploi, est considérablement, comment dire, je trouve pas les mots, mais il faut vraiment prouver qu'une reprise au travail risque d'être compliquée. Et ça, avec la MDPH, c'est compliqué de le faire. C'est pour ça que j'ai mis qu'il fallait avoir un taux d'incapacité de 80 ou plus, parce que moi, je le vois régulièrement. Tous les patients qui demandent une AH et qui sont reconnus entre 50 et 79%, ils ne l'obtiennent pas. C'est très compliqué à l'obtenir si on est en dessous. Et bien sûr, vous pouvez en bénéficier du coup si vous ne travaillez pas et que vos revenus ne dépassent pas le plafond qui correspond à votre situation familiale. Gaëlle, je me fais mettre du temps. Ah oui, d'accord. Du coup, voilà. Donc, je finis juste pour là. Elle peut vous être donnée pour 1 an à 10 ans, toujours en fonction de votre pathologie, en fait. Et 1 an et 5 ans, si vous êtes reconnu, 50 à 79%. Et puis, du coup, elle vous est versée jusqu'à la retraite si vous avez un taux inférieur à 80 et à vie si vous êtes à 80%. Après, il y a la majoration pour la vie autonome qui, elle, du coup, peut compléter la AH. C'est surtout quand vous êtes dans... Voilà, c'est pour l'entretien de votre logement. Elle vous est donnée automatiquement. En fait, vous ne la voyez pas passer. Elle vous est donnée automatiquement par la CAF si vous rentrez dans les conditions. Vous n'avez rien à demander pour l'obtenir. Voilà, c'est une bonne chose. Oui, c'est et le montant... Pour une fois qu'on n'a rien à demander. Pour une fois qu'on n'a rien à faire et pas attendre des mois pour avoir une réponse. Voilà. Et le montant est de 104 €. Et juste à noter que si jamais vous êtes hospitalisé, cette majoration vous est versée jusqu'à 60 jours d'hospitalisation.
Voilà, parce qu'en fait, comme c'est considéré pour un entretien d'un logement, si vous êtes parti du logement, normalement, vous l'avez pu, mais voilà, c'était juste pour vous dire. Bien évidemment, il y a les cartes, donc carte prioritaire, carte d'invalidité et la carte stationnement. Donc, la plupart, en tout cas pour la prioritaire, pour l'obtenir, il n'y a pas de critère de taux d'incapacité, contrairement à la carte invalidité, Oui. où là, vous devez être à 80%. Forcément, parce qu'en fait, on estime qu'à 80%, vous avez besoin d'une assistance en fait pour la vie quotidienne. Elle vous donne droit, bien évidemment, aux places assises dans les transports. Toujours est-il que les personnes qui vous voient avec la carte veuillent bien vous laisser la place. Mais c'est un droit, il ne faut pas l'oublier. Dans les espaces, voilà, salle d'attente, quand vous faites vos courses, etc. Donc voilà, la carte invalidité, donc elle donne les mêmes droits, sauf que vous avez des avantages fiscaux et des réductions pour les transports. Donc voilà. La carte stationnement, il n'y a pas vraiment de critères. Il faut juste qu'en fait, vous ayez une réduction importante de la capacité de l'autonomie à vous déplacer. Donc, eux, ils mettent un périmètre inférieur à 200 mètres. Et vous pouvez l'obtenir. Donc ça se justifie dans le dossier médical à remplir, mais dans le dossier MDPH, il y a une partie où vous pouvez vous-même écrire vos besoins, et donc là, vous expliquez que vous ne pouvez plus marcher, 15 minutes, ça devient trop compliqué et handicapant, et là, vous pouvez peut-être en bénéficier. Donc voilà. Donc là, du coup, c'est la partie des aides à domicile. Donc en fait, pour obtenir des aides à domicile, vous pouvez les obtenir auprès du conseil départemental. Donc voilà, la caisse retraite et tout ce qui va être les mairies. Donc du coup, tout ce qui est mairie ou caisse retraite, il faut être âgé de 65 ans. Ou alors d'avoir été reconnu inapte au travail quand vous aviez 60 ans, voire moins. Il faut avoir des revenus intérieurs à l'ASPA. Donc, du coup, l'ASPA, vous savez, c'est l'aide pour les petites retraites, en fait. Donc, c'est aux alentours, on vous verse aux alentours de 800 €, si je me trompe pas. Et il ne faut pas que vous bénéficiez de l'APA. Enfin, que vous ne pouvez pas bénéficier de l'APA parce que vous êtes considéré dans le GIR 5 ou 6. En fait, les GIR, si on est à 1, 2, 3, 4, 4, on commence à devenir vraiment dépendant. Et puis, plus on monte jusqu'au 1, 1, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire, en fait. Hein, c'est catastrophique. Donc, du coup, si vous ne pouvez pas bénéficier de l'APA parce que vous êtes dans le GIR 5 ou 6, donc vous êtes considéré comme très autonome, et que vous avez 65 ans, voire plus, vous pouvez demander soit auprès de la mairie, soit de la caisse retraite. C'est des formulaires à faire, hein, et c'est sur des conditions de ressources. Donc voilà, et du coup, ouais, comme je disais, elle est destinée pour les personnes qui sont de GIR à 1 et 4. Le montant, il est calculé sur un plan d'aide qui sera fait généralement, en fait, quand vous faites la demande d'APA, normalement, vous avez une réponse sous 3 mois. Ça peut être un peu plus, mais moi, j'ai beaucoup de retours sous 3 mois, où en fait, vous allez avoir une visite à domicile. Généralement, c'est une assistante sociale. Après, ça dépend avec qui. Ça peut être un ergothérapeute, ça peut être un professionnel du corps médical qui viennent à la maison. Qui discutent avec vous de vos besoins, qui voient dans l'environnement où vous vivez et qui peuvent aussi vous proposer du coup des aménagements du domicile. Et cet APA peut du coup vous aider à obtenir certains aménagements. Donc voilà, donc là j'ai mis le tableau des GIR pour que vous compreniez à peu près à quoi ils correspondent. Donc voilà.
Merci beaucoup Gaëlle. Il y a une chose dont je voulais vous parler. Il faudrait peut-être mettre quelque part dans la PAM. C'est-à-dire que les gens qui ont du mal à se déplacer. à se déplacer peuvent faire appel à la PAM et ils passent par la mairie. Alors Françoise, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la PAM? Alors la PAM, c'est une association qui dépend de la mairie. Il y en a dans tous les départements. Vous demandez et quand vous avez besoin d'un déplacement, on vient vous chercher, on vous raccompagne et c'est le déplacement dans Paris, c'est 7 €. Voilà, donc c'est quand même très très appréciable. Et moi, je trouve que c'est très, très important et très appréciable pour les gens. Donc, la PAM, faut aller à la mairie, vous téléphonez à la mairie, ou alors, ce qui est bien plus simple, si vous allez sur Internet, il y a tout ce qu'il faut à remplir pour pouvoir bénéficier de la PAM. Il n'y a absolument pas de quota d'argent, comment dirais-je, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de plafond de revenus. Voilà, exactement, et tout âge. Voilà. Donc, autrement, c'est vrai que les gens, moi, je l'ai appris complètement par hasard. Hein. Oui, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout, moi. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, voilà, après, si votre médecin l'estime justifié, il peut aussi être amené à vous faire un certificat médical pour que vous ayez un transport pris en charge. Ouais. Ouais. Par contre, quand il y a eu avec la Covid, ça fonctionnait parce ils peuvent demander, on peut avoir des transports groupés, c'est-à-dire qu'on vous prend, on va chercher quelqu'un d'autre. Et alors là, moi, je m'y suis totalement refusée parce que ça avait repris. Et j'ai même envoyé un certificat médical et on m'avait dit oh ben non, on ne peut pas. Je dis écoutez, si jamais c'est ça, moi je fais vérifier par l'huissier. Hein. Et alors ça a été très 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 bien parce que ça a permis de ne plus vraiment quand il y avait la grosse crise, les gens, il n'y avait plus du tout de transport en commun. C'était complètement. Il y a un fauteuil pour voilà. Et ça, je les avais menacés de huissier. Ça a permis comme ça. Françoise est en colère. Non, mais attends. Non, mais. Ah, si, il y a une place. Même pas, il y avait ça, il y a ça. Et vous êtes à 2, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Gaëlle? Si vous pouviez, Gaëlle, l'ajouter, ça serait bien. Ouais, il n'y a pas de problème. Je vais me le noter comme ça. Ouais. Ok. De toute façon, moi, je vais... J'avais pas précisé, mais le dossier APA, du coup, il est à retirer. Enfin, il est soit téléchargeable sur Internet ou à le retirer auprès de la mairie de votre département. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir... Par contre, je reviens, l'APA, il faut absolument, quand vous l'avez, il faut vous en servir pour avoir une personne à domicile. Parce que si jamais vous ne vous en servez pas, on vous coupe. Et pour avoir à nouveau l'APA, c'est très difficile. Donc, voilà. Ouais. Bon, c'est des procédures qui sont parfois difficiles, qui demandent du temps aussi, qui rajoutent autant de soins, le temps d'organisation. On a des gens qui nous ont fait part du fait que finalement, c'était ça le principal retentissement de leur maladie. Donc, on espère, en tout cas, moi, j'ai été super contente parce que Gaëlle, elle a quand même réussi à nous résumer des trucs qui sont très complexes. Très bien. Vraiment, c'était un grand privilège de t'avoir, voilà, d'avoir tes retours, tes petites astuces que tu vois toi aussi en traitant tous ces dossiers pour nos patients. Et ça nous permet vraiment aussi de concrétiser un petit peu ces textes qui peuvent paraître nébuleux quand on n'est pas dans le domaine. Donc, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces connaissances et cette expérience et j'espère que beaucoup auront très bien. Auront profité de cette chance qu'on a de t'avoir avec nous. Ouais, Passe la parole à c'est très important pour les malades. Ouais,
Ah ouais. Comme je le disais en début de live, pour les patients suivis en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière, je vous envoie le diaporama de Gaëlle très prochainement. Pour les autres, vous aurez le replay également dans les semaines à venir. On va pas se mettre trop de pression. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer à etp.rhumato.lrb comme Lariboisière @aphp.fr. Voilà. On se voit bientôt. On vous prépare plein de belles surprises pour les prochaines émissions. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera dans cette ambiance qui nous est chère et pour encore apprendre plein de choses et les partager avec vous. À Et bientôt. très, Et merci très pour- importante. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.